Salut Christine. Bonjour Céline. Ça va? Bah ça va et toi? Ouais, là tu sors de là. De la télé, de Télématin. De Je suis debout depuis 4h30, je suis épuisée. Donc vraiment c'est une opportunité pour toi parce que je peux me livrer très facilement. Là, j'ai fait tomber tous les remparts, je suis à bout. J'adore. Et ça se voit pas, hein. Ah bon? Magnifique, ravissant. Ouais, 1 heure de maquillage, bref. Donc, tu fais Télématin tous les combien? Je fais le mardi et le jeudi, parce que le lundi et le mercredi, c'est Alex Vizorek. Alors, Christine, oui. J'ai appris là que tu n'étais plus végane. Oui, t'as posté une vidéo. Ça t'a fait de la peine? Ouais. Je suis désolée. Mais alors, à ma décharge, j'ai été végane vraiment pendant 2 ans. Je sais bien. Même un peu plus, et pendant que j'étais végane, je faisais 0 plastique, donc j'étais vraiment irréprochable. Et je sais que c'est les véganes qui ont raison, je sais que c'est vous qui avez raison, mais pour moi c'était dur en fait. Et en fait je m'en suis rendu compte quand je suis tombée enceinte, c'est là que j'ai arrêté d'être végane, parce qu'en fait je suis tombée enceinte et j'ai eu beaucoup d'envie pas végane, de fromage, de gâteau, et en fait j'ai pas craqué pendant 2 mois, et en fait psychologiquement c'était très dur pour moi, parce que je me disais, et si c'est mon bébé qui réclame, tu sais c'est con, mais tu te dis c'est peut-être mon bébé qui réclame, même si scientifiquement on sait qu'on peut être enceinte et végane, mais tu sais je me suis dit allez je craque juste pendant la grossesse, mais végétarienne, hein, je mange pas de... T'as pas eu d'envie par contre de viande ou poisson pendant ta grossesse? Si, j'ai eu pas de viande, mais de poisson, si. Tu sais, je suis bretonne, tout ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai toute ma famille qui est pêcheur, marin-pêcheur, etc. J'ai grandi là-dedans. Pour moi, l'odeur du poisson, c'est très proustien. Tu sais, c'est l'enfance, c'est ma mamie qui cuisine la solmenière et tout ça. Donc si, mais là j'ai tenu. Mais par contre, mon premier craquage, ça a été un truc en plus dégueulasse. Ça a été des Ferrero Rocher, tu vois, mais parce que j'en avais très envie depuis 2 ans en fait. Tu vois, et je me suis dit, c'est juste pour ma grossesse. Sauf que la frustration, j'ai pris 35 kilos, Céline. 35 kilos de Ferrero Rocher. Et je pense que c'était ma frustration des 2 ans. J'ai rattrapé le temps perdu. Et il y a des photos de moi sur Internet où, fin de grossesse, je pèse presque 100 kilos. Ah oui. Donc, ouais, je suis énorme. Tu me vois dans mes chroniques sur Canal+, c'est horrible. Horrible. Oui, mais peut-être c'est parce que tu as craqué, justement. Oui, mais je pense vraiment que j'ai craqué j'ai rattrapé les 2 ans, tu vois. T'as vraiment subi des frustrations pendant 2 ans? Ouais, parce que j'avais envie souvent de trucs et je me privais. T'arrivais pas à remplacer Non. Mais peut-être que si, des fois je faisais... Il y a des endroits super, il y a VG Pâtisserie, il y a plein de trucs, mais bref. Et encore une fois, je sais que c'est vous qui avez raison. Et par contre, je reste quand même végane 70-80% du temps, hein. C'est quand même je suis quand même assez toujours aussi parce que je sais ce que ça veut dire. Toujours aussi engagée en tout cas. Ouais, parce que je sais ce qu'il y a derrière un bout de fromage. Tu vois ce que je veux dire, c'est con, mais ça reste quand même aussi, donc j'en mange pas tant que ça. Oui, parce qu'en plus tu as fait un clip je crois là-dessus. Oui, avec le père de ma fille. Non, c'est le père de ma fille qui a joué dans une pub PETA contre le lait. Ouais. Et moi, j'avais fait les poulets doux pour la L214. Ouais. Comme ça, tu me verras jamais manger du poulet. Mais il y a un truc, je pense que aussi quand j'étais végane, c'est devenu un peu névrotique à un moment donné. Et j'en parle dans mon dernier bouquin. C'est-à-dire, c'était très dur pour moi de faire des efforts et de voir que les autres n'en faisaient pas. Et tu sais, je me mettais beaucoup en colère dans les dîners. Je faisais beaucoup payer ma frustration aux autres. Et j'étais avec des véganes qui faisaient pareil. Du coup, c'était un cercle toxique à la fin, pour tout le monde en fait. Il y a encore des trucs qui m'énervent. Le foie gras, ça me rend folle. Hein. Ça me rend folle. Mais j'arrive à amener mon discours de façon beaucoup plus judicieuse et avec subtile. Les années. C'est vrai qu'au début, lorsque l'on est végane, on est insupportable. Parce qu'on a réalisé, on se dit pourquoi les autres ne réalisent pas, ne prennent pas conscience. Parce qu'en fait, on parle d'autres que nous et on se dit c'est pas un choix puisqu'il est question de victime, etc. Et on a du mal dans les repas. Moi, c'est vrai que maintenant, j'essaye de moins en moins d'en parler. Effectivement. Oui, surtout qu'il y a les blagues, toujours les mêmes, oui. On te stigmatise vachement, bref. Mais bon, après, il y a pire. Mais c'est drôle parce que là, je suis passée un peu de l'autre côté parce que du coup, dans mon spectacle, je dis que j'étais végane et je fais des petites vanounettes et tout. Et j'ai mis mon sketch sur TikTok et je me suis pris... Vraiment, il y a plein de véganes qui me crient en me disant que c'était pas drôle, qu'on s'en prenait pas aux véganes, que et je me suis reconnue il y a 5 ans. Tu vois ce que je veux dire, j'ai été cette personne-là aussi. Parce que là, tu fais un sketch où tu te moques un peu des véganes? Ou non, je me moque pas, je dis avant j'étais végane et donc j'avais plus d'amis, et après je dis il y a des véganes ce soir et personne ne répond, et je fais voilà, exactement. Voilà. Et après je dis que c'est vous qui avez raison, et tu sais, je déconstruis vachement. Vérino aussi le fait dans son
dans son spectacle. Donc c'est pas se moquer, c'est pas voilà, c'est pas tu sais les mêmes blagues tout le temps. Ah oui, les végans ils sont carencés, tout ça, j'en peux plus moi non plus. Enfin, faut arrêter, c'est faux. Ouais. C'est faux. Non, là c'est juste une envie trop forte, quoi, une frustration trop forte qui t'a. Ouais, et que j'ai payé aussi un peu après pendant ma grossesse. Ouais. Mais je sais, après je veux pas retourner non plus dans la culpabilité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je viens d'un milieu catholique, la culpabilité judéo-chrétienne, je l'ai payée de ma vie pendant des années, j'ai mis très longtemps à m'en sortir. Aujourd'hui, voilà, quand je kiffe un dessert, je kiffe mon dessert, je sais ce qu'il implique, je sais ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est comme ça. Mais je sais, après, il y a beaucoup... Et si demain, il y avait une proposition, on ferme les abattoirs, tu signerais pour? Oui, bien sûr. Du coup, ah oui, sur certains... S'il n'y avait plus de tentation, si tout le monde était... Bien sûr. Oui, c'est ça le pire, c'est que je me retrouve à faire partie des gens avec qui je me fâchais avant. Je suis pleine de dissonance cognitive, mais je suis quand même abolitionniste. Mais pourtant, tu vois, c'est... Voilà. Non, mais c'est complexe. Mais après, il y a aussi un truc, c'est que tu sais, on dit souvent l'écologie, on culpabilise, on est là, oui, un petit geste pour la planète, et c'est à nous de faire des petits gestes et tout, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est au gros groupe de prendre les grandes décisions qui fait que... Aux deux, je pense, parce que du coup, les gros groupes réagissent quand ils voient qu'en bas... Ouais, mais je pense que le véganisme, c'est pareil. Tu vois, c'est aussi au gros groupe de se poser les bonnes questions, parce que je suis sûre que si, j'en sais rien, Nutella ou... que sais-je, BN, enfin, je parle de tous les trucs que je kiffe en secret, se bouger un peu et se disait on va proposer une recette végane ou quoi, je pense que ça irait beaucoup plus vite. Enfin, moi je signe. Mais le Nutella vegan, ça existe, c'est très très bon. Oui. Et maintenant il y a quand même beaucoup d'alternatives. Il y a quand même beaucoup de trucs qui compensent. Enfin, moi je sais que j'aimais beaucoup le fromage et ça compense quand même. Il y a des choses, il y a des bons camemberts. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu penses des œufs qui tuent pas les poules? Parce que moi c'est ceux que j'achète. Tu les connais? Ouais, c'est ceux... Comment ils s'appellent déjà? Pool House? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je trouve ça très bien. De toute façon, même les poules de jardin. Moi, j'ai eu des poules. Après, c'est juste une philosophie, se dire qu'on peut se passer de produits animaux et montrer qu'on peut se passer de produits et d'exploitation, voilà. Et puis, à terme aussi, si on mange que des œufs de poules féminins, donc il n'y a pas de coq, il n'y a pas de reproduction, parce que sinon, il faudrait tuer les mâles. Quoique ça commence à changer, ça, le in vitro maintenant. Ouais. Bon, voilà. Ça veut dire qu'après, la race va s'éteindre s'il n'y a plus que des femmes, plus que des poules. Donc, oui, complètement. Donc, c'est du plaisir de courte durée, dirais-je. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est des arrangements qu'on fait avec soi-même. Oui. Il y a aussi un truc qui m'est tombé sur le coin de la gueule. Là, ça a été très violent. C'est que moi, je voulais que ma fille soit végétarienne chez moi. Et qu'elle mange de la viande et du poisson chez son père et chez ses grands-parents. Enfin, du poisson. On avait dit pas de viande. Et on avait dit à la cantine qu'elle était végétarienne. Et un jour, ma fille, du haut de ses 3 ans et demi, elle vient me voir et elle me dit « Maman, je veux manger comme tout le monde à la cantine. » Et en fait, j'ai discuté avec la maîtresse. Le truc, c'est que les enfants végétariens, ils mangent avec les maîtresses, etc. Et après, elle a une phase qui n'est pas encore terminée, où pour me provoquer, elle me dit « Moi, j'aime la viande. Et toi, maman, pourquoi tu n'aimes pas la viande ?» Et quand on est au restaurant, elle me dit « Je veux de la viande. » Mais parce qu'elle voit que ça me touche. Et je lui ai expliqué de façon très crue. Je lui ai dit « Tu sais, les animaux que tu manges, ils vont au ciel. Moi, je ne veux pas manger des animaux qui sont allés au ciel. » Mais parce qu'elle me provoque, alors je la provoque en retour, tu vois. Non, mais je trouve ça plutôt ça. Oui, je lui dis parce qu'elle me dit pourquoi tu manges pas de poulet? Moi, j'aime le poulet. Et en plus, elle passe par toutes les nuances. Et après, elle me dit ne t'inquiète pas, un jour tu mangeras du poulet. Elle me fait flipper, tu vois. Mais tu vois, mais parce que ça la travaille. Mais je pense que ça la met aussi du haut de ses 4 ans face à sa propre dissonance cognitive. Mais après, je vais pas non plus lui montrer des images d'abattoir, tu vois. Ce sera à elle plus tard. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Mais chez moi, elle est végétarienne. Et ça m'étonne un tout petit peu. Par contre, moi, j'ai eu plein de spectateurs après mon spectacle qui sont venus témoigner de la reconnaissance qu'ils avaient pour leurs parents. Parce que justement, ils ne connaissaient pas du coup le goût de la viande, du poisson, etc. Et ils disaient, mais c'est génial, quoi. J'ai pas de manque. Et ils étaient très contents. Ça, c'était mon rêve. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que ma fille, juste, elle a vu les autres manger un truc qui lui faisait envie, et visuellement, en fait. Mais ça, c'est la cantine. C'est la cantine, c'est comme ça. Voilà. Ok. Très bien, Christine. Alors, tu aimerais avoir les super pouvoirs de quel animal? Je sais pas. Moi, mon animal totem, c'est l'escargot. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. J'en ai beaucoup chez moi. Il résiste à tout, le gel. Donc tu te compares à l'escargot? Ouais.
Et surtout, il s'adapte sur toutes les surfaces. Il va beaucoup plus vite qu'on croit. Il est hypersensible avec ses antennes, etc. Et je pense que pas l'hypersensibilité de l'escargot, parce que déjà avec mon hypersensibilité, c'est dur. Mais en tout cas, cette faculté à s'adapter à toutes les situations sans se plaindre. Voilà, ça j'aime. Ça, c'est un trait de caractère de l'escargot que j'aime bien. Et c'est un animal qui est clairement sous-coté. Par contre, j'ai voulu en élever chez moi. Franchement, j'en avais élevé 2. Je les avais coloriés. Enfin, ça va pas dire, j'avais mis un peu de vernis à ongles pour les reconnaître. Et en fait, et après, ça a été horrible. Et là, c'était en 2016. Et maintenant, genre, tous les mois, j'emmène au moins une centaine d'escargots au bois de Vincennes. Et ce sont leurs enfants. Parce que je leur donne de la salade, donc ils se reproduisent hyper vite. Et donc, des fois, j'ai des éclosions de bébés escargots. Ils sont toujours vivants, du coup? Ah non, mais ils ont... j'en sais rien, je les ai pas retrouvés, même s'ils étaient coloriés. Mais par exemple, j'ai eu des... Non, mais c'était triste parce que j'en avais colorié un qui s'est fait bouffer par un oiseau. J'ai retrouvé la coquille rose. Enfin, et j'étais triste, tu sais, j'étais vraiment triste. Oui. Bref, et des fois, j'ai des éclosions j'ai des naissances d'escargots. C'est plein de petits œufs qui, tu sais, ils pondent par centaines. Puis un jour, ça sort de terre, quoi. Et là, tu vois 50 bébés escargots sortir de ton pot de fleurs et tu fais merde. Parce que c'est relou à ramasser, c'est tout petit. Après, il faut les emmener au bois. Par centaines, tu dis? Ah ouais, c'est énorme. Après, tu as un accident de thermos. Non, le pire, c'est qu'après, ils se reproduisent, tu sais, dans des endroits... Par exemple, les escargots ont pondu dans mon sac de terreau. Donc en fait, c'était plus un sac de terreau, c'était un sac de bébé escargot. C'était dégueulasse. Et du coup, j'ai pris le sac de terreau, je l'ai emmené directement au bois de Vincennes. Enfin, je passe ma vie à faire ça en ce moment. Donc, et quand quelqu'un a le malheur d'écraser un escargot, là, je vais fêter mon anniversaire. D'ailleurs, t'es invité dans un mois chez moi. Et c'est vraiment, ça me panique. Les gens vont aller dehors, ils vont écraser des escargots. Ça me rend malade. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah mais trop bien. Ok. Trop bien. Par contre, les super pouvoirs, t'as pas répondu. Bah si, c'est de m'adapter à toutes les surfaces, à toutes les situations. D'accord, donc oui, mais tu les as déjà, ces pouvoirs. Ah, si tu devais être piqué... Ah oui, c'est vrai que je suis l'escargot. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Ah, un super pouvoir. Bah voler. Je pense que tout le monde doit te répondre ça, non? Non. Non, c'est vrai. Mais je la pose pas toujours. Voler, je pense m'envoler. Ouais. Bah oui. Ouais. Ça, c'est un super pouvoir. Ouais. Birdie. Ok. Bon, alors aujourd'hui, tu es humoriste, chroniqueuse, autrice ou auteur, tu dis comment? Ouais, je suis autrice. C'est important pour toi Bah oui, c'est ni important ni pas important, mais je suis autrice, voilà. D'accord. Mais c'est devenu important parce que plus je vois comment ce mot dérange les gens, plus j'ai envie de l'imposer en fait. Parce que si ça te dérange, c'est que c'est pas normal. Enfin, tu vois, c'est... Non, moi, autrice, ouais, ça me plaît. Et tu utilises aussi l'inclusif? Alors, c'est drôle, j'ai eu une conversation, parce que j'ai un podcast aussi qui s'appelle Livre-Échange, et j'ai eu une conversation avec Henri Lovenbroek, qui est un auteur de fantastique, et il disait qu'autant il adorait féminiser les mots, il adorait le pronom yel, etc. Il trouvait que l'écriture inclusive, c'était nécessaire, mais que ça donnait une impression un peu de message codé. Tu sais, ça coupe l'écrit. C'est difficile à comprendre quand même. Voilà, c'est que ça, il y a des points. Moi, sur le principe, je suis d'accord. C'est juste que toi aussi, tu es autrice. Et c'est vrai que quand on écrit, il y a une espèce de musicalité comme ça. Et je trouve que le point de l'écriture inclusive, il arrête un peu cette... Mais je la pratique. Enfin, j'aime bien quand elle est pratiquée parce que c'est aussi le témoin. C'est le témoin d'un monde qui change. Voilà, il y a plein de trucs. Je trouve ça super que maintenant on dise plus dans une pièce où il y a 6 femmes et un homme, on dit plus il, maintenant on dit elle. Je trouve ça super. Voilà, mais ça va évoluer. Ah bon? Bah maintenant c'est correct de dire ça, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Bah ouais. Maintenant c'est français, ouais. Donc je pense que là c'est en mouvement et j'adore le pronom Yel. Je trouve ça très beau. Ouais. C'est mon mot préféré. Il y a une chanteuse qui s'appelle Yel. Ah bon? D'accord. Je crois. Ouais. Mais je trouve ça très beau, cette écriture qui change. C'est fabuleux. Alors, toi, tu as fait des études de journalisme au départ, hein, c'est ça? Alors, moi, j'ai un doc d'histoire de l'art et archéologie que j'ai fait pour faire plaisir à mes parents. Et puis, après, oui, j'ai fait j'ai fait l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, encore pour faire plaisir à mes parents. Hein. Vraiment, on était sur un... Voilà, et puis voilà, et puis après c'est parti en couille, voilà. Bah, comme toi, hein. à un moment donné, ça vrille. Mais tu sais, il y a un adage qui dit tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à faire. Et mine de rien, tout ce que j'ai appris à l'ESRA, je m'en sers quand même aujourd'hui. Tu vois, dans le montage, l'écriture de scénar et tout ça. Donc c'est pas perdu. Voilà.
évidemment. Mais est-ce que tu avais cette envie d'être humoriste depuis tout le temps ou... Ah, mais oui. Ah, d'accord, ce n'est pas arrivé quand même comme ça par Mon hasard. premier souvenir que j'ai, je le raconte souvent quand je fais des podcasts, c'est j'ai 8 ans et je colle sur une page une blague carambar et une copie double, je colle et j'écris la suite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, c'était une envie que j'avais. Après, j'écris mon premier spectacle. Tu sais qu'ils cherchent des auteurs, des autrices de camembert. Oui, ça va aller. C'est vrai que là, je pourrais leur dire ça risque de les impressionner. Mais et après, mon premier spectacle, ma première mini truc de théâtre, j'ai écrit quand j'avais 14 ans et j'avais montré à ma prof de français. C'était une parodie du Titanic, parce que c'était l'époque où le film Titanic était très très à la mode, je l'avais eu 3 fois. Et donc j'ai écrit une parodie du Titanic et ma prof de français a dit c'est rigolo, tu vas la faire à la fête de l'école. Et du coup, premier spectacle que j'ai écrit, joué avec moi, avec mes camarades et tout ça. C'est juste dingue. Et là, je me suis dit, oui, c'est ça que j'aime faire. Et après, ça a été très dur de l'imposer dans ma famille. C'est-à-dire que vraiment, le métier d'artiste, que j'en parle souvent, hein, c'est vraiment une thématique dans ma bio c'est le métier d'artiste chez moi, c'était pire que... C'était pire que quoi? Il n'y avait pas pire, hein, c'était... Péripatéticien. Ouais, j'allais dire comme prostituée, mais j'ai beaucoup de respect pour les travailleuses du sexe. Ouais. Mais c'était ça, ouais. Et ça remonte à loin parce que ma grand-mère voulait faire du théâtre. Et en fait, elle s'est retrouvée dans un cours de théâtre avec Jean Marais. Et en fait, elle a copiné avec lui. Elle a voulu l'inviter à dîner chez mes arrière-grands-parents. Et mes arrière-grands-parents ont dit « Jamais un saltimbanque ne mettra les pieds chez nous. » C'est Jean Marais, Céline. C'est Jean Marais, putain. Et en fait, c'était cet héritage-là en fait, que mon père avait. Et vraiment, quand je parlais de ça, je voyais de la fureur dans ses yeux. C'était pas négociable. C'était, c'est même pas de l'inquiétude. Ah non, c'était une rage. Mais je pense, maintenant c'est comme ça que je l'imagine, une jalousie aussi. Moi, j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc, je vois pas pourquoi tu le feras aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas pris de liberté. On m'a pas laissé prendre de liberté. Donc, tu n'en prendras pas non plus. Mon père avait beaucoup de... Avec le recul, c'est au début, tu as juste de la colère, des trucs que tu comprends pas et tout. Mais maintenant que j'ai fait beaucoup de développement personnel et de thérapie, je vois toutes les névroses, tous les manques affectifs que mon père avait. Ça a foutu sa vie en l'air, hein, c'est préoccupant. Parce qu'il faisait quoi? Il était chercheur, mon père. Il voulait faire autre chose que chercheur? C'est pas qu'il voulait... Non, je pense qu'il aimait son métier. C'est juste qu'il avait une envie de reconnaissance qui était démesurée. Et il n'y avait pas de place pour lui il pouvait pas célébrer les autres tellement, et il avait une telle grande rage d'exister, d'être reconnu, parce que ses parents le regardaient pas, donc que ça a complètement gangréné sa vie. Et je pense que le fait que moi je veuille être dans la lumière, ça appuyait vraiment pile poil où ça faisait mal. Et d'ailleurs, ça aurait pu être l'inverse, d'ailleurs. Complètement. Et d'ailleurs, il n'est pas venu ce soir-là quand j'ai fait mon spectacle à la fête de l'école. Il est resté à la maison alors qu'il habitait juste à côté. Tu vois. Eh ouais. Alors, tu as commencé comment? Tu as fait un premier spectacle. C'était déjà du stand-up, toi? Alors, ça a commencé, mais c'est fou. Comme la vocation ne te quitte pas, elle vient te chercher à ta porte, quoi. Si tu vas pas à elle, hein, c'est fou. En fait, donc j'ai fait cette école de l'ESTRA, et ensuite j'ai rencontré un garçon, comme souvent. Puis comme souvent, surtout à cette époque-là, on te fait croire, la société te dit que c'est à toi de suivre le garçon. Donc lui, il habitait en Vendée, il travaillait en Vendée, et du coup, je me suis installée en Vendée avec lui. Ah oui, je me souviens. Ouais. C'est là qu'on s'est connus, non? Festival Juste pour Rire, je crois. Non, je sais plus. Ouais, je sais pas. Par là, ouais. Mais en tout cas, oui. Puis je t'avais fait venir jouer à Lyon, et je crois que tu étais déjà en Vendée. Ou... Ah ouais, c'est vrai. Écoute, bref, en tout cas, donc je trouve un poste de journaliste. Et en fait, là-dessus, tout le monde me dit, il y a le festival, parce que je faisais tout le temps des blagues, j'étais tout le temps dans le bureau, bim bam boum, tatata, et tout ça. Et non seulement le festival Juste pour Rire s'installe à Nantes, mais en plus, ils ont une ramification en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et donc, il y a des spectacles à La Roche-sur-Yon. Et moi, ça me parle, tu vois, donc je demande à ma rédac chef, est-ce que je peux aller interviewer François Rollin et tout ça. Et une chose en entraînant une autre, on reçoit tous les dossiers de presse. Et là, je reçois le dossier de presse du concours de jeunes talents. Et c'est quand même fou qui arrive sur mon bureau. Enfin, je veux dire, à un moment donné, plus tu peux pas, quoi. Et je vois qu'on peut encore s'inscrire et tout, et je m'inscris. Je fais, oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais jamais écrit une blague de ma vie. Enfin... Et en fait, j'écris un personnage qui s'appelle Cindy Lover, qui rêve de devenir une star, mais complètement teubée. Enfin, mais il y avait déjà, tu sais, c'est marrant, mais des
des techniques que après j'ai mis en mots plus tard dans mes manuels, mais tu sais, C'est instinctif, tu savais et j'ai retrouvé le plaisir comment décaler, voilà, la rythmique et tout. Après, j'étais journaliste, j'écrivais déjà beaucoup, mais bref, et en fait, je passe les sélections et tout ça, et j'arrive en finale et je finis 2e. Je vais, c'est quand même fou. Et il y avait qui à côté? Qui c'est qui a gagné? C'était un groupe de musique humoristique qui s'appelait Jawen et les Rouflaquettes. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Et pour moi, c'est juste dingue parce que c'était l'époque où, juste pour rire, ils avaient de l'argent, tu te rappelles? Donc, vraiment, le champagne qui coule à flot, les cadeaux, les propositions. Je rencontre Gérard Sibel qui me dit que je suis extraordinaire, etc. Évidemment, Gérard. Voilà, Gérard et tout ça. Et bref, après, je réalise à quel point je suis malheureuse dans mon boulot. Et en fait, un matin, je me réveille, je peux plus y aller, quoi. Je ne peux plus y aller, c'est pas possible. Et en fait, mon père, qui rentre dans une rage folle, qui me dit « Je t'aiderai pas, je te donnerai pas d'argent ». Enfin, c'est horrible. Tu te retrouves vraiment livré à toi-même. Et le métier de journalisme, il adhérait, par contre. Ouais, mais par contre, c'est ça aussi qui était violent, c'est que j'avais pris ce poste vraiment pour lui faire plaisir. En plus, j'étais très bonne dans ce métier. Enfin, je veux dire, j'ai eu un CDI à 25 ans dans le groupe Ouest France, et c'est un truc qui n'arrivait jamais. Donc, c'est déjà, j'aimais écrire et ça. Et en fait, c'est ça aussi, quand j'ai eu ce poste, mon père ne m'a pas dit bravo, félicitations. Et là, je me suis dit, donc même gars, quand je fais ce que tu me dis de faire, de trouver un boulot sérieux et qu'en plus je suis reconnue dans mon travail, qu'il y a ma signature en bas des articles, que j'interviewe des gros politiques, etc. Même là, t'es pas capable de me faire un compliment. Et va te faire enculer, en fait. En fait, tu ne seras jamais fier de moi. Donc autant que je fasse ce que j'aime. Bref, et donc voilà, et tout le monde m'a dit, je me rappelle, tout le monde me disait, t'as beaucoup de courage de partir. Et en fait, je réalisais qu'il fallait du courage pour rester, tu vois. Et après, comme on dit, je suis montée à Paris, et là, ça a été, Donc tu quittes tout du jour au lendemain. Ouais, en fait. ouais, je quitte Stéphane, je quitte mes chats. Ça a été ça le plus dur, c'était de quitter les chats. Ça n'a pas été de quitter Stéphane. Mais ouais, et puis après, je vivote, quoi. Tu vois, je mets des petites annonces sur Facebook pour trouver un canapé où dormir. Je fais le field. Mais tu sais quoi, je suis portée par le fait que je fais ce que j'aime, en fait. Et que ça n'a pas de prix parce que je l'ai connu, le bureau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai été dans ce bureau. Donc voilà, c'est dur. Et voilà, puis bon, les portes s'ouvrent une à une. Je découvre le Pranzo, je rencontre mes copains. Voilà, et puis c'est parti, quoi. Bah écoute, bravo. Hein. Mais comme toi, je pense, hein, c'est un peu le même... Non, moi j'ai moins de courage. Ah ouais. oui? Ouais. Non, moi j'avais... ouais. Toi, t'es restée à Lyon? Je suis restée à Lyon, j'ai jamais cherché plus. Et puis j'ai bien attendu d'avoir mon statut, etc. Non, bravo, tu Écoute, oui, mais toi, t'as le courage de rester végane, tu vois. Donc chacun met son courage où il peut. non, c'est vrai. C'est ça. Ton premier spectacle, oui. C'était quoi ton premier spectacle? Oh là là, il y en a eu plusieurs. Hein. J'ai commencé. Plusieurs premiers spectacles. Ouais, premier coup d'essai. Il y a eu le premier spectacle, c'était la pin-up du mois, ou du mois MOIS, où je faisais un sketch, le sketch de janvier, le sketch de février, et en fait à chaque fois j'enlevais un vêtement, mais à la fin je finissais en maillot de bain sur scène. Bon ouais, je faisais ça. Je sais pas. Ouais. Quand même, un besoin de. Un besoin de te découvrir. Ouais, de s'émanciper. Pour moi, ça signifiait beaucoup, ouais. Voilà, après, j'ai pas mal tourné. Après, c'est un peu le même spectacle que tu tournes, tu changes le nom, tu modifies. Ouais. Mais c'est surtout qu'en parallèle, j'ai eu une vie d'auteur, une vie de chroniqueuse qui se dessinait beaucoup. Donc, c'est ça, on va en parler. Ouais, il y avait autant la scène... ouais, parce qu'en fait, mon premier... Parce qu'en scène... Pardon, excuse-moi. Ouais. Mais en scène, après... T'as été pas mal en troupe aussi. T'as fait le Connasse Comedy Club. Alors oui, il y a le Connasse Comedy Club, il y a le Jamel Comedy Club. Le Jamel Comedy Club, le stand-up comedy. Là, c'est maintenant. Oui, c'est vrai. J'aime bien cette culture. T'aimes bien être en Ouais, j'aime en bien. troupe. Mais c'est les troupes qui viennent me chercher. Hein. C'est-à-dire que le Jamel Comedy Club, c'est un rêve, hein, bien sûr. Mais je plie stand-up, c'est eux qui sont venus me chercher il y a 3 ans. Et depuis, je tourne avec eux et je suis ravie. Mais c'est un vrai réconfort.
t'es seule sur scène, peut-être, mais pendant 20 minutes, mais je avant et sais après que le derrière, on vient me chercher. Oui, et puis surtout, Génial. tu rentres pas toute seule à l'hôtel. Ouais. En plus, là, je viens de faire 40 dates de tournée avec cette troupe, avec ma fille. Je peux te dire que c'était extraordinaire, parce que les filles gardent ma fille pendant que je suis sur scène. Après, c'est fou. Ouais. Et on vit des moments incroyables avec cette petite fille qui fait nos premières parties maintenant. Donc, c'est trop bien. Et maintenant, quand elle joue avec ses Barbies, je l'entends faire des spectacles. J'entends dire « Et maintenant, Nicole Ferroni !» Et c'est génial. Voilà. Et ton nouveau spectacle, là, ça parle de quoi aujourd'hui, alors, celui? Parce Alors, que là, tu es en train de tourner. Hein, dans ouais, un je viens de nouveau commencer spectacle. je viens de commencer la tournée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais arrêté la scène pendant longtemps. J'ai eu une expérience malheureuse. C'est de la faute de personne, mais je pense que erreur stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais partie de la troupe du Jamel Comedy Club et j'étais au point virgule en même temps et je remplissais le point virgule. C'est pas très grand le point virgule, mais je remplissais grâce au Jamel. Je faisais les premières parties de Bérangère Krief, ça m'a ramené beaucoup de monde. Donc voilà. Et là-dessus, la prod de Jamel, ils voient ça. Ils font attends, elle fait partie de la troupe. Son spectacle, il marche bien. Tu sais quoi, on va la signer. Moi, j'étais ravie de signer avec Jamel. Vraiment, c'était cohérent en plus. Voilà. Sauf que du jour au lendemain, ils m'ont fait arrêter le point virgule. Ils m'ont fait arrêter les premières parties de Bérangère parce qu'il n'y avait pas d'assurance. Tout ça. Tu sais, tu rentres dans des trucs hyper administratifs et tout. Pourquoi? Il faut une exclusivité quand tu es au Jamel? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand tu es dans une prod, tu peux pas faire de première partie sans être payé. Et la prod de Bérangère, ils payaient pas les premières parties. C'était de la dépanne. Mais le point virgule? Le point virgule, en fait, ils voulaient faire du développement. Donc, en fait, leur culture à eux, c'était d'arrêter le spectacle, de penser un truc un peu marketing et de me remettre sur scène 6 mois plus tard. C'était ça, en fait, leur truc. Et puis, se passent les 6 mois, et puis je devais faire le marécage du rire. Et en fait, non, parce que t'es pas prête. Mais du coup, t'es un peu vexée. Tu te dis, mais pourquoi je suis pas prête? Voilà. Et au final, ça s'est fini quand ils m'ont programmé au Jamel Comedy Club en septembre. À 3 jours de la date, j'avais pas de résa. Et là, ça a été très violent. Ça a été vraiment très violent, d'autant plus que j'avais Europe 1. J'avais fait le studio Bagel aussi, où j'étais auteur et je jouais dans les sketchs. Et là, je me dis, je suis nulle. En fait, j'ai pas réussi à capitaliser ce que j'avais, alors que je capitalisais très bien avant de signer avec eux. Encore une fois, c'est de la faute de personne. Eux, ils ont fait ce qui leur semblait bien au moment où ils l'ont fait. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé. Tu penses que c'était pas forcément la bonne route? Non, puis je pense aussi que moi, j'ai voulu me Jamel Comedy Clubiser. C'est-à-dire que, en fait, je suis devenue une humoriste que j'étais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais beaucoup trop influencée par les gens avec qui j'étais dans la troupe. Et Younes et Bambi, Jason Brokers, Redouane Arjan, je voulais faire comme eux, j'ai oublié d'être moi. Après, je voulais tellement sauver ma peau sur scène, quand on faisait des zéniths et tout ça, que j'allais peut-être chercher le rire facile, plutôt que d'aller chercher vraiment moi ce que j'avais envie de raconter. Tu vois. Et là, ça a été dur. Et donc là, on est en septembre 2016, je rends mon contrat avec Jamel, donc je quitte la troupe aussi, la troupe avec laquelle je suis depuis 4 ans, donc là tu quittes vraiment une famille. Je me retrouve, je suis à Europe 1. Donc c'est délibéré, c'est toi qui... Ouais, j'ai préféré, mais ce qui était bien, c'est que j'étais avec Nikos sur Europe 1, donc ça c'était cool de bosser avec Nikos Aliagas, parce que c'est quand même un grand monsieur de la télé, et ça me gardait quand même une certaine, une crédibilité artistique un peu. Surtout que je faisais des beaux portraits, Jean Dujardin, Gad Elmaleh et tout, donc ça me permettait aussi d'avoir... C'était quelle émission? C'était Sortez du cadre. D'accord. Donc voilà, j'étais dans une émission de télé qui me plaisait moyen parce que j'étais pas prête, avec Dev, le dimanche sur France 3. Bref, mais du coup, plus de scène pendant 2 ans. Parce qu'au moment où je remonte sur scène, je me retente un truc, la nouvelle scène, bam, la pandémie. Donc vraiment, j'ai eu le temps de faire 3 dates, quoi. Donc là, vraiment, ça commence à faire un sacré paquet de temps que j'ai pas tourné. Et ce spectacle, il est né de quoi? Il est né qu'entre septembre 2016 et maintenant, on m'a quand même commandé des émissions de télé, on m'a demandé de faire le Pana, on m'a demandé de faire Canal+ et tout. Donc j'ai quand même écrit des sketchs. Et j'ai tourné un peu avec les stand-up. Et du coup, je me suis retrouvée quand même avec de la matière. Et même si ça a été quand même pas mal diffusé à la télé ou sur Rire et Chanson. Donc c'est pas tout nouveau? En fait, si, c'est nouveau dans le sens où ça n'a jamais été joué dans un truc de 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a les sketchs que j'ai faits pour le Paname sur France 2. Donc évidemment, ils ont été réécrits, améliorés, etc. Il y a 2-3 sketchs qui traînent sur Rire et Chanson. Voilà, donc pour moi, c'est une création de ces textes-là vont ensemble comme ça. Et il y a des trucs inédits, bien sûr. Des trucs que je teste encore. C'est pas fini, parce que là, c'est vraiment la tournée. J'aime pas dire ça, la tournée de rodage, mais le spectacle est quand même bien abouti. Mais voilà, Tu kiffes? Ouais, je kiffe. Je kiffe agréablement.
Je pensais pas que ça allait prendre aussi bien. Parce que je crois que j'étais restée sur mon échec de mon spectacle avec Jamel. Où vraiment je joue... Parce que j'ai quand même joué un petit peu au petit gymnase et ça marchait pas du tout. Et j'avais ce souvenir d'enchaîner les bides. Je me sentais très mal dans ma peau. Et j'ai gardé ce souvenir-là de la scène, en fait. Et là, quand j'ai fait ma première à Lille au Spotlight, que tu connais, vraiment, petit carton, quoi. Et là, j'ai fait « Oh, putain, je suis en train de retrouver mon plaisir. C'est trop cool. » Tu vas venir jouer à Lyon, là, non ? Alors, je vais venir avec Please Stand Up, je crois, bientôt. Non, attends, je sais plus. J'ai un souvenir incroyable du Boui Boui. J'avais fait 2 mois il y a longtemps, mais c'était genre en 2012, je pense. Ouais, je sais qu'on doit faire l'espace Gerson avec Please Stand Up. Je sais pas, mais j'ai une prod maintenant, hein, donc c'est eux qui cherchent, c'est eux qui trouvent. Hein. Je découvre mes dates sur l'agenda au fur et à mesure qu'elles se mettent. Mais ouais, je vais jouer à Toulouse, à Nantes. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je sais même plus. Bruxelles, Genève. Ouais, je suis contente, je suis ravie. Et après, tu as une programmation parisienne de prévue là, c'est... Ouais, je vais pas, j'ai pas signé encore, donc je dis rien, mais ouais. Okay. Probable que je retourne au point de départ début 2023. C'est au point virgule, quoi. Là où tout a commencé, quoi. Bah ouais. Comme ça, la boucle est... Et comme ça va tout a commencé. Recommencer. Bien sûr. Voilà, les choses où je les avais laissées. Ouais, tout à fait. Okay. Surtout que c'est là-bas que j'ai rencontré le père de ma fille. Ça, c'était vraiment une époque incroyable, quoi. Je faisais salle pleine, je sortais, j'étais dans les loges, j'étais folle amoureuse de ce mec que je venais de rencontrer. Enfin, tu vois, c'est le point virgule, c'est chargé d'une tellement belle énergie pour moi que toi aussi, je crois. Hein. J'ai pas beaucoup joué, moi, non. Ouais. J'ai juste fait 2-3. Mais moi, j'ai pas beaucoup joué sur Paris. Hein. Ah, c'est vrai ? Non. Ah, mais pour moi, j'allais dire une veille de la veille, mais c'est pas très sympa. Aussi, mais... Oui, ça oui. Mais pour moi, t'as toujours été là, quoi. Ouais. Tu fais partie des meubles de tous les théâtres, pour moi. Tu vois. J'ai envie de parler de tes livres, parce que c'est vrai que t'écris... Moi, déjà, je t'avais bien découverte quand tu faisais ton blog. J'aimais beaucoup. Sur MySpace ? Je sais plus, tu faisais un blog. Ah oui, sur les... Sensuel. Ouais, c'était. J'avais commencé sur MySpace et après, il y avait un magazine qui me payait vraiment 3 francs 6 sous pour écrire sur les rapports amoureux. Ouais. Ah ouais. Ah, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, c'était il y a très longtemps, mais je me rappelle, je m'étais dit, tiens, elle écrit vraiment bien. Ah c'est gentil, ça me fait plaisir, ça me touche. Donc, tu es légitime pour écrire des livres. Parce que tout le monde l'est pas, je trouve. Tout le monde veut écrire des livres aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de livres, tu sais, les livres de copains, les livres d'amis, les livres d'amis, qui arrivent chez toi, tu sais pas quoi en faire, ça te dit rien. Et c'est vrai que beaucoup de gens écrivent des livres, ouais. Mais des fois, c'est bien. Puis des fois, bon. C'est ça. Et donc, tu as écrit 2 essais. Ouais, j'ai 2 manuels d'écriture humoristique qui sont nés de la nécessité, hein, vraiment, parce que j'étais dans des pôles auteurs où j'avais pas le niveau. Donc au début, j'ai commencé à prendre des notes pour moi, et puis je me suis rendu compte que ce que j'écrivais, ça avait du sens. Et c'est en lisant Le Rire de Henri Bergson, donc un livre qu'il a quand même écrit en 1899. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais on arrive aux mêmes conclusions, tu vois. Donc de mêmes analyses, de techniques, de trucs, de machin. Donc en fait, je fais un gros boulot de recherche. Je sais pas si tu les as lus, mes livres, mais en fait, j'ai pas fait ça n'importe comment. Et après, encore une fois, mon père était chercheur, donc c'est vrai qu'on a cette famille d'essayer de comprendre, voilà. Ouais. Mais tout le monde m'est tombé un peu dessus à bras raccourcis à l'époque parce que j'avais pas de carrière encore et que j'écrivais un livre d'écriture humoristique. Mais alors tu te basais sur ton expérience, j'imagine, mais aussi beaucoup sur les autres et ce qu'avaient écrit les autres. Oui, et puis de la recherche fondamentale, hein, parce que j'étais prof à l'école du One Man Show et mes techniques, je les enseignais et puis je les testais. Donc vraiment, j'ai fait un vrai travail de laboratoire. Et ce livre, il se vend toujours beaucoup. Sauf que j'ai voulu récupérer les droits, j'ai pas pu, parce qu'ils appartiennent à Erol. Donc là, scoop pour ton podcast, mais je suis en train de tout réécrire, là. Je suis en train de me réapproprier tout mon texte avec tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années. Et je vais faire un e-book, parce que je trouve que les deals des éditeurs sont pas toujours très réglo sur ce genre de livres qui se vendent beaucoup et au final, tu touches rien. Parce que j'en vends vraiment énormément. Et donc, je fais un e-book là qui sort à la rentrée. Voilà, ouais. Ça, c'est bien. Et surtout, l'avantage de l'e-book, c'est que je vais pouvoir aussi le mettre à jour quand je veux. Dire, tu vois, si un truc qui me vient, hop, je change la phrase et on peut faire ça. La nouvelle version se vend comme ça. Bah ouais.
Et je pense que c'est important. Là, du coup, là, je vais revoir des spectacles, je réanalyse, j'applique mes techniques à ce qui se fait maintenant. Là, je suis allée voir Chris Rock, j'ai pris 3 pages de notes. Enfin, vraiment, je pense que je vais lui consacrer un chapitre. Enfin, Il paraît qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, il y avait comparé beaucoup... à Dave Chappelle. Alors, il y avait beaucoup de monde, mais il n'y avait pas d'humoristes. Parce que quand j'étais allée voir Louis C.K. à l'Olympia, il y a 5 ans, l'Olympia était rempli d'humoristes. Vraiment rempli. Là, on était très peu nombreux, ouais. Parce que c'est plus populaire, c'est moins... Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais. Parce que Louis C.K. il avait sa série qui était très populaire. Ouais. Et Chris Rock, c'est peut-être un peu plus. Parce que quand j'ai dit que j'allais voir Chris Rock, tout le monde me disait ah, c'est le mec qui a été giflé par Will Smith. Oui, mais c'est pas que ça en fait. C'est quand même 40 ans de carrière. Je veux dire, c'est pas rien. Ouais. Voilà. Ok. Et 2 romans aussi, tu as écrit? Alors j'ai écrit un roman, À la recherche du temps perdu sur Internet, qui a pas Ouais. du tout marché. Parce que c'était un roman sur Proust, et je pense que ça fait peur. J'ai pas de regrets sur ce livre-là. T'es proustienne, toi? Ouais, j'aime beaucoup Marcel Proust, ouais. Il a changé ma vie, hein. Pour toutes les raisons que j'écris dans le roman d'ailleurs, et j'ai vraiment écrit ce livre avec la plus grande des sincérités, avec mes tripes, j'ai mis tout ce que j'avais. C'est basé d'une expérience. Oui, c'est-à-dire qu'en fait j'étais en tournée avec le Jamel Comedy Club et mon portable est tombé dans l'eau et du coup j'avais plus de téléphone, on était en Guadeloupe, je pouvais pas faire des selfies sur la plage comme tout le monde, mais j'avais le premier tome de La recherche du temps perdu dans mon sac, mais je l'avais dans mon sac depuis 6 mois, Céline, c'est-à-dire en fait je ne l'ouvrais pas parce que j'avais pas envie, parce que Proust ça me faisait peur. Et puis là j'ai commencé à lire sur la plage et je l'ai fini le lendemain. Parce que ça a été là vraiment je me suis fait un ami quoi, et après j'ai lu La recherche c'est long, hein, c'est 5000 pages, j'ai mis 6 mois, et puis après j'ai dit il faut absolument que j'écrive sur ce Moi livre, j'ai quoi. lu que le premier pour l'instant. Mais déjà c'est énorme, Ouais. énorme Céline, tu te rends pas compte, la plupart des gens s'arrêtent à la 10e page. Ouais. Non, mais parce que c'est fou, oui, effectivement, tout ce qu'il peut te dire de ce que l'on ressent tous. Ah mais il est connecté, C'est dingue. il est connecté à une autre dimension, et il est très drôle. Enfin, je pense qu'il aurait pu faire du stand-up. Mais c'est dommage parce que À l'ombre des jeunes filles en fleurs, moi c'est mon tome préféré avec Le temps retrouvé. Je vais le lire alors. Ouais, c'est le deuxième. c'est lui qui a eu le prix Goncourt. Il est vraiment là pour le coup. Tu le lis l'été, c'est parfait. Là, c'est la saison pour le lire en plus. Donc ouais. Ok. Donc ton livre, c'est que tu expliques que grâce à ça, parce que ton portable est tombé dans l'eau, tu peux et tu fais des connexions là-dessus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Proust, je me rends compte que les personnages de Proust, ce sont les personnages de ma vie aussi. C'est-à-dire que tous les portraits qu'il a dessinés, les influenceurs. Celui qui n'aurait pas lu du tout de volume de Proust, en lisant ton livre quand même, a quelques références clés, etc. Oui, donc c'est déjà une bonne raison d'acheter ton livre. Ah c'est gentil de dire ça, c'est gentil. Oui. Bon, après, il est plus édité. Il a eu un succès d'estime. Il a passé la barre des 1000 ventes et il paraît que c'est rare pour un premier roman. Donc, j'en suis ravie. J'ai eu un très bel article dans le Figaro littéraire. Et ça, franchement, pour une humoriste, c'est quoi ouais. Franchement, c'était pas un article dithyrambique, mais quand même, la dame, elle disait que c'était bien. Et tu sais quoi, quand tu es humoriste et que tu fais des blagues et tout ça, je pense que ce roman, je suis contente de l'avoir édité juste pour ce papier. Parce que je me suis dit, putain, c'est que quand même... moi, je vais l'acheter, je ne l'ai pas lu. Je vais te l'offrir parce que j'ai 20 exemplaires invendus chez moi. Tu aurais dû me dire, parce que personne n'en veut. La prochaine Pourtant, fois le pitch, il est excellent. c'est gentil de me dire ça. Et la prochaine fois qu'on se voit, je te l'amène avec plaisir. Ouais, j'en ai offert à l'Académie d'humour. Tellement j'en avais, j'ai offert un roman à toute l'Académie d'humour. Je pouvais couvrir à tout le monde, donc tu vois. Voilà, parce que tous mes invendus. Et après, donc j'ai publié donc le livre que j'ai écrit pendant le confinement, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi. Alors ça c'est assez surprenant quand même. Tout le monde a dit ça. Oui, parce qu'alors c'est pas toi qu'on imaginerait toxique du tout. J'ai peut-être un peu grossi le trait. N'empêche, ça m'a permis de faire des grosses recherches sur la toxicité et de sortir, j'espère. Enfin, en tout cas, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire. Tu vois, parce que je trouve que la toxicité, c'est quelque chose d'encore assez tabou. Moins maintenant. Mais je me suis fait plaisir à écrire vraiment ce que j'avais envie d'écrire. Et ça prend bien. Voilà. Parce que mon éditrice, en plus c'est horrible le milieu d'édition, c'est que quand tu publies un truc qui marche pas ou qui marche moyen, comme mon roman, vraiment pas marché, après t'es un peu fiché quoi. C'est vrai qu'après t'as un casier judiciaire. C'est vrai qu'après les éditeurs ils regardent tes chiffres et ils font... Voilà. Ce qui m'a un peu sauvée, c'est mes essais humoristiques qui se vendent dans les écoles. Mais là, je pensais vraiment que j'étais finie dans le milieu littéraire. Je pensais vraiment que... Et je remercie First,
Et donc, Aline Siboni, mon éditrice, vraiment que je remercie de m'avoir fait confiance. On est reparti là, vraiment sur... vraiment, elle m'a fait confiance. Et merci à elle. Et c'est un livre qui a une jolie vie, donc et je suis ravie. J'ai retrouvé ma dignité littéraire. Ah, c'est bien. Et surtout, tu as un nouveau projet d'ailleurs. Oui, ouais, je t'en ai parlé avant l'enregistrement. Là, je suis en train d'écrire sur les applis de rencontres. Voilà. ouais, c'est un peu compliqué. Ça va être bankable. C'est un peu comme la toxicité. Je sais pas. Je préfère pas... Parce que tu testes. C'est ça? Ouais, tu ton expérience. Je suis en train de faire une étude sociologique, des applis de rencontre. Mais après, je pense que c'est aussi ça mon ADN. Je me rends compte. C'est pas d'écrire du roman et tout, c'est d'analyser des trucs. Tu vois, mes manuels d'écriture humoristique, j'ai analysé l'écriture humoristique. Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi, j'ai analysé la toxicité dans ma vie. Là, j'analyse l'amour. Alors, ça passe pas que par les applis. Hein. Si tu savais, je peux pas spoiler de quoi sera fait mon livre, mais là, en fait, je fais tout ce qu'il faut faire à Paris pour rencontrer quelqu'un. Et je me fais mal. Hein. Ça. Après, comment monter sur scène? Comment rencontrer quelqu'un? Ouais, mais je donne de ma personne. Hein. Et ça va qu'il y a des belles personnes, comme les amis, des gens comme toi, et tout ça, parce que je pense qu'on peut perdre foi en l'humanité. Hein. C'est un milieu qui est très violent. On cherche l'amour, c'est la chose la plus noble qui peut exister, c'est l'amour. Et pourtant... Tu y crois quand tu y vas sur ces sites de rencontres? Tu cherches l'amour, tu crois à le rencontrer? Je suis obligée d'y croire pour ma démarche. Et c'est ça qui me donne la force. Parce que c'est ce que j'écris. C'est dur d'aller à un premier encart. C'est dur, hein. Tu vas avec ta boule au ventre, tu prends sur toi. Là, c'est dur. Hein. Là, tu vois, là, ça fait 1 mois que j'ai commencé. J'y emploie vraiment tout mon temps libre pour le bouquin. Hein. C'est pas que j'ai absolument envie de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment pour le livre. Je multiplie les rencontres. Là, je suis épuisée, Céline. Hein. C'est dur. Hein. Même là, un mec qui me plaît vachement, ou vraiment, je vois, ça match trop. D'y aller, là, c'est violent, quoi. Mais je m'accroche, je commence, comme avec mon livre de manuel d'écriture humoristique, de dégager des tendances, des trucs, de comprendre des choses. Et je me dis, c'est bien parce qu'un mec, une fille qui va lire mon bouquin, peut-être elle sera mieux armée, quoi. Oui, il sera mieux armé. Je pense à ma fille quand elle aura 15 ans, qu'elle va commencer à dater. Tiens, je vais regarder dans le livre de maman. Ah, tiens, elle a découvert ça. Donc elle a le spécimen à la maison. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je pourrais lui expliquer. Mais quoique non, parce qu'il faut qu'elle fasse des erreurs comme nous tous. Hein. C'est par les erreurs que tu apprends. Elle veut que tu rencontres quelqu'un, ta fille? Elle me dit tout le temps, maman, on va te trouver un prince. Et à chaque fois, je suis hétéro, hein, mais j'essaye de l'éduquer, lui ouvrir l'esprit. Donc je lui dis, une princesse, je peux également rencontrer une princesse. Et elle me dit tout le temps qu'elle épousera une princesse. Et toujours, elle me dit, maman, on va te trouver un prince. Donc je suis contente parce que ça veut dire que ça lui fait pas peur de ne pas m'avoir pour elle toute seule. Donc ça, c'est cool. Bon, super projet, Christine. Tu as aussi, donc on n'a pas parlé trop des chroniques radio, des chroniques télé. Ouais. Tu t'éclates dans les deux? Ouais. Oui. T'aimes mieux quel média? J'ai pas de... Là, tu vois, mine de rien, je fais des chroniques depuis 2010. Pendant le confinement, j'avais fait une vidéo pour fêter mes 1000 chroniques. Donc là, je dois être 1200... c'est beaucoup, hein. Là, je suis à un rythme industriel. J'aime bien parce que c'est de plus en plus simple d'écrire. C'est quand j'ai commencé au Move en 2010, je mettais 6 heures pour écrire une chronique. Là, je vois que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus. Puis c'est moins aussi, anxiogène. Je me pose moins de questions. Ouais. Après, c'est des steps que tu passes aussi. Hein. Je te dis, quand j'ai fait mon premier direct à Télématin là, en août dernier, je faisais pas la maline. Hein. Mais après, c'est bien de voir que après tu vas parler devant des millions de gens comme tu vas acheter du pain. Tu te dis, allez, c'est cool en fait. Donc, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi après? Encore après? Et j'imagine c'est un exercice qui devient de plus en plus facile, effectivement. Ouais. Et puis des fois il y a des difficultés qui se posent. L'autre jour je me suis fait engueuler parce que j'ai fait une blague sur Darmanin, je me suis fait reprendre en direct. Bon, c'était pas agréable, mais je me dis allez Christine, t'apprends, voilà. Oui, parce que tu as quitté Europe 1 pour ne pas la citer, parce qu'on t'a censuré. Ouais, on a voulu me censurer une blague sur Zemmour, Ouais. Mais là, à Télématin, ils m'ont pas censuré, ils m'ont engueulé en direct, c'est pas pareil. J'aurais préféré 1000 fois, ce que je l'ai dit, ma vanne. C'est après Thomas Soto qui a dit, Christine, il y a eu un jugement. Arrête de dire que Darmanin c'est un violeur, parce qu'il m'a pas dit ça comme ça, mais arrête de dire que Darmanin est coupable parce qu'il y a un jugement, il est pas coupable. Après, la place n'était pas au débat.
Mais voilà, chacun a exposé son point de vue. Non, Europe 1, c'était préenregistré, ils m'ont coupé. C'est de la censure, ni plus ni moins. Et de là, je pouvais plus rester, c'est pas possible. Voilà. On en parle ou pas, c'est comme tu veux, mais des commentaires désobligeants, voire insultants. J'ai appris là, oui, effectivement, c'était il y a 1 mois et demi. En plus, c'était après une déception amoureuse, donc j'étais très fragile et je fais une chronique sur Télé Matin qui est vraiment du même niveau que d'habitude, quoi. C'est pas... elle est bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la catastrophe, c'est pas non plus le carton de l'année, mais je fais le job, tu vois. Et je sors de plateau normal. Et là-dessus, il y a un gars qui m'écrit que... Enfin, vraiment, le message de trop. Parce que des messages d'insultes, j'en reçois vraiment tous les jours. Vraiment tous les jours. Je pense que c'est inhérent à tous les... Ouais, c'est ça. Et je pense qu'ils se croient tous les premiers, ils se croient tous original. Et donc là, le gars, il appuie vraiment là où ça fait mal, quoi. Il dit arrête de dire que t'es célibataire, ça se voit que t'es célibataire. Arrête de parler de ta fille, on s'en fout de ta gamine. Enfin, c'était très violent. Et après, je vais voir... j'étais invitée à un événement Acteva, donc ça me change un peu les idées. En plus, c'était une expo sur les femmes conquérantes et tout, donc ça me remonte un peu le moral et tout. Mais tu sais, quand même, je ruminais, j'étais pas bien. Et là-dessus, j'arrive chez moi et j'étais dans mon jardin et j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, j'en ai marre en fait. Là, j'en ai marre. Arrêtez parce que cette violence, elle est grave. Je sais plus comment j'ai dit les choses, mais le mec qui t'insulte, sa violence, après, elle va quelque part. Enfin, c'est des gens qui vont mal, en fait, et banalisent. Que les gens me disent, oui, t'as qu'à les bloquer. Mais en disant ça, on banalise aussi leur démarche, tu vois ce que je veux dire ? Et eux, ça les aide pas. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai porté plainte 2 fois contre un mec qui a dédié sa page Twitter à m'insulter. Enfin, je me dis, ce gars-là, bon, il habite dans le sud, je me dis, ce gars-là, Twitter n'a rien fait, Twitter n'a pas coopéré avec la police et tout, rien du tout. Je me dis, ce gars-là, un jour, il m'attend à la sortie de France Télé. Et pour rien, en plus, juste pour le plaisir de faire mal. Mais oui, puis ce temps qui passe, donc j'ai lui. Et voilà. Et après, en fait, la vidéo que j'ai faite, elle a été un peu virale et du coup, j'ai reçu beaucoup, mais par centaines, des messages de soutien et d'affection. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité silencieuse, en fait, de gens qui aimaient mon travail, qui ne le disaient pas. Et beaucoup m'ont écrit d'ailleurs en me disant moi, vous me faites rire depuis le mois d'août et je ne vous l'ai jamais dit, donc je vous le dis. Et du coup, tu dis ouais, en fait, les gens bien, ceux qui regardent la télé, ils n'ont pas forcément le temps d'écrire. Ah bah non, les gens n'écrivent pas quand ils aiment. Enfin, c'est rare. Oui, voilà. Ouais. Après, je le vois, ils viennent au spectacle, donc bon. Mais voilà. Mais ça va mieux depuis, j'ai appris à faire la part des choses. Voilà, maintenant j'ai un copier-coller quand les gens m'insultent. J'ai un copier-coller que j'envoie et je mets monsieur, madame, je pense que votre vie serait beaucoup plus jolie si plutôt que d'insulter les gens que vous n'aimez pas, vous envoyez des messages d'amour aux gens que vous aimez. Tu sais quoi ? Allez, 1 fois sur 10, la personne sera adoucie, me dit vous avez raison. Ouais. Et je me dis, tu sais, c'est pour ces 10%-là, bon, je suis contente en fait. Voilà. Est-ce que tu abordes la cause animale dans tes chroniques ? Ouais, dès que je peux. Dès que je peux, j'ai fait le Noël de la SPA, on a eu la dame de la FNSEA qui est venue nous dire que le foie gras c'était super à Télé Matin. Donc dès le lendemain, j'ai repris son interview point par point et je l'ai démonté. Donc, t'as fait du débunkage. Ouais. Et derrière, c'était Damien Thévenot qui était à la présentation ce jour-là, qui m'a laissé dire absolument tout ce que je voulais parce que lui aussi est très engagé. Je pense qu'il serait ravi de faire ton podcast. Lui aussi, il adore les animaux. Donc j'ai fait ça. Oui, toujours. J'en mets toujours une petite dans la gueule des chasseurs. J'avais fait une chronique sur les chasseurs à Europe 1 qui avait un peu tourné avec Hugo Clément. Oui, dès que je peux, là, dans mon podcast, je reçois Émeric Caron dans 1 mois. Je reçois Julien Bayou à la rentrée. Donc, en donnant la parole à ces gens-là, c'est aussi ma façon... Ah oui, le podcast, parlons-en, il est génial. Et puis, le titre est génial aussi. Ah, tu trouves ? Ah, je me suis beaucoup pris la tête à le trouver. Si. Parce que c'est pas un jeu de mots de merde, quoi, tu vois. C'est vrai ? Bah non. Ben merci. Livre-échange, donc le podcast de... Il a eu plein de titres, ce podcast, avant que je choisisse. Je voulais mettre littérature de PMU et tout ça. Et après, je me suis dit, non, parce que ça peut aussi, des fois... Et c'est vrai que j'ai des échanges de grande qualité avec des gens. Oui, moi, j'en ai écouté 2-3, franchement. Ah c'est gentil, merci, ça me touche beaucoup. Et j'adore. Je pense que de tout ce que je fais en ce moment, c'est la chose que je préfère. Ouais. Vraiment, des fois, tu sais, on est là, la même configuration que toi et moi.
Et tu sais, j'écoute mon invité et je suis tellement contente que ce soit pour moi, Ouais. ce qu'ils disent. Ouais. Tu vois, j'ai des morceaux de phrases, des trucs, et ça me bouleverse. Et je me dis, putain, c'est moi qui vais donner ça au monde, quoi. C'est trop cool. C'est hyper gratifiant. Et toi, t'es une grande lectrice. Ouais. Et c'est aussi pour ça, parce que en fait, le concept de mon podcast, c'est que je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre qui l'a marqué, et comme ça, après, on en parle ensemble. C'est un risque aussi, parce qu'on pouvait me faire lire des trucs hyper chiants. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les livres qu'on me fait lire tombent toujours au bon moment, que je lis des trucs que j'aurais jamais lus sinon. Et que des fois je fais vraiment, par exemple Pénélope Bagieux qui m'a fait lire Dune, 1000 pages en 3 semaines, ça a été un investissement de temps, mais je l'ai fait parce que j'étais motivée d'en parler avec elle et tout. Enfin voilà, des fois tu sais pas. T'aurais pu regarder le film. Bah non, tu vois, c'est con, mais non, ça c'est pas possible. Mais c'est une surprise à chaque fois. Il y a toujours, quand je demande à quelqu'un et quelqu'un me dit oui, il y a le laps de temps entre le oui et le titre du livre, il y a un petit suspense qui est assez grisant. Et tu te dis sur quoi ça va tomber et voilà. Mais... Ah ouais, non, c'est une très très bonne idée. En plus, il y a des digressions qui se font naturelles. Mais je compte t'inviter. Le truc, c'est que là, mon planning est plein jusqu'à fin octobre. Oh bah c'est bien, c'est donc génial. D'inviter. Mais non, mais c'est pas du tout. C'est parce qu'en fait, j'ai plein d'idées, que j'envoie des messages à plein de gens et qu'en fait, tout d'un coup, tu te retrouves à booker. Oui, mais bon, ils sont tous intéressés. 17 septembre, 2 octobre. Bah en fait, ouais, tout le monde dit oui. Après, il y a des gens qui disent oui et qui ont très très peu de disponibilité. Par exemple, Stéphane Bern, ça fait 2 mois qu'il me dit oui. Et donc là, on peut parler de harcèlement. En fait, je lui envoie un message tous les 15 jours, Stéphane, ne m'oubliez pas. Et à chaque fois, il me répond jamais, je suis en tournage. Jamais, mais j'ai l'Eurovision. Jamais, mais mais je le lâche pas. Voilà. Bientôt, il va déposer une main courante, mais je m'en fous parce que je l'aurai. Mais là, je vais avoir Augustin Trapenard là dans 3 semaines. Il en fait pas mal maintenant des ouais, podcasts. je pense qu'il aime bien ça. Ouais. Mais je suis ravie parce que et puis je vais être flippée, je pense, parce que pour le coup, c'est un mec, les bouquins. Il est gentil, il m'a fait lire un petit truc. Mais c'est vrai que les bouquins, c'est son truc. Alors, j'ai très peur, en fait, c'est le syndrome d'imposture. Tu sais, je suis pas à la hauteur pour parler de livres avec Augustin Trapenard. C'est pas possible. Mais bon, on verra. Ouais, je comprends. Bah ouais. Un petit jeu, Christine. Oui, que plaisir. Je fais tout le temps. Okay. Je vais te dire un mot. Ok. Et toi, tu dois me trouver une chanson qui t'évoque ce mot. D'accord. Mais le mot ne doit pas figurer dans la chanson. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Oh là là, je suis debout depuis 4h30. Hein. Ok. Alors, des fois, je prends un peu mon temps parce que c'est selon l'échange. Et là, j'en avais prévu 2. Ok. Mais j'aime bien en faire 4, tu vois. Ok. Le premier, ce serait temps. Temps. Rapport à Proust. Ah ouais. Le temps. Bah, ce serait... Bah, c'est quoi ? Ce serait une chanson de... Ah, ce serait Moon River, chantée par Audrey Hepburn sur le balcon de Breakfast at Tiffany. Parce que j'ai découvert ce film quand j'avais 7-8 ans et que c'est ma chanson doudou et qui traverse le temps avec moi et que c'est la seule chanson que je sais jouer au ukulélé. Et voilà. C'est poétique, parce qu'elle traverse le temps. Mais bien. Elle est très... C'est quoi ton rapport au temps, toi, d'ailleurs ? Flipper. J'ai peur du temps qui passe, j'ai peur de pas faire assez de trucs, j'ai peur de ma fille qui grandit trop vite, qui se réveille de la sieste avec des questions existentielles. Et je fais, mais je t'ai mis au monde hier, comment tu peux me parler de la mort ? Enfin, c'est quand même fou. J'ai de plus en plus de cheveux blancs, je le vis très mal. Voilà, j'hésite à me faire un lifting. Toutes mes copines font du botox. Ouais, très mal. Et aussi parce que, tu sais quoi, j'ai été bête longtemps. C'est-à-dire que les choses essentielles de la vie, que tes parents t'enseignent aussi en te donnant confiance en toi, j'ai pas eu en fait. Donc j'ai été très bête longtemps. Et c'est pour ça que je dis que j'ai été toxique dans mon bouquin, c'est que pendant très longtemps, j'ai pas eu les bases. Et j'ai eu un syndrome d'imposture, j'ai pas eu confiance en moi. Avec le recul, c'est quand j'avais 30 ans, j'étais tellement mal dans ma peau. L'autre jour, je suis tombée sur le making-of d'un dessin animé dont je faisais le doublage avec le Jamel Comedy Club. Et je me rappelle très bien que j'avais l'impression d'être horrible, d'être bête, de rien avoir à dire. Et je tombe sur le making-of parce qu'on a regardé le dessin animé avec ma fille. Je regarde le making-of, je suis magnifique. J'ai 30 ans, je suis sublime, j'ai une peau impeccable, j'ai les cheveux qui ont du volume. Et j'avais l'impression d'être la dernière des merdes, en fait. Et je me dis, mais...
C'est du temps Ça, perdu. c'est du temps gâché. Ouais, ça, c'est du temps perdu, ouais. Je pense que j'aimerais bien enseigner à ma fille, tu vois, gagne du temps en t'aimant, en fait, dès le début. Tu vas gagner tellement de temps en t'accordant du crédit, en te faisant confiance, en allant jusqu'au bout de toi-même. Enfin, faut dire ça aux jeunes, quoi. C'est important, c'est hyper important, bref. Tu nous la chanterais pas un petit peu, cette chanson? Alors, ça doit donner... Moon River wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Voilà, t'auras pas mieux. Bof, joli. tu parles. Joli. Si, c'était tout doux. J'ai chanté ça à ma fille quand elle était bébé. Ouais. La pauvre. Toxique? Quelque chose pour être... Alors, surtout pas la chanson de Britney Spears. Ouais. Toxique. Alors, toxique, je dirais la chanson de Brigitte, Sauver ma peau. Où elle quitte un mec toxique, justement. Tu la connais, cette chanson? Non, vas-y, chante. Sauver ma peau, se mettre en cavale, ne pas se retourner sur l'animal. Et à un moment donné, elle parle de larmes. Ouais. Sauver ma peau, et mettre les voiles quand les larmes sonnent l'alarme. Et ça, c'est fort, parce que moi, souvent, les larmes, elles ont sonné l'alarme, et je restais quand même. Ouais, évidemment. Ouais, elle est très belle, cette chanson. Quand vous quittez un mec toxique, il faut écouter Sauver ma peau de Brigitte en boucle. Ah, je dis pas que le père de ma fille était toxique, hein, mais il fallait partir. Voilà. Une situation peut-être toxique. Ouais, c'est ça. Oui, pour nous deux. Ouais. C'est un beau travail d'équipe. Voilà. Escargot? Ah, un truc de force et de fragilité. Je dirais Je suis malade de Serge Lama. Parce que c'est la vulnérabilité, mais c'est une force incroyable qui dégage de cette chanson. Tu vois, c'est vraiment... ouais, je suis vulnérable à cause de quelqu'un, mais tu sais quoi, j'ai le courage de cracher mes tripes et mes sentiments sur un piano. Et ça, pour moi, ça, c'est l'escargot. La force et la vulnérabilité en même temps. C'est beau. Qu'est-ce que... Attends... Connasse? Ah, Connasse, je sais pas, parce que en fait, quand on avait trouvé ce nom du Connasse Comedy Club, on était très fiers de nous. Et après, ton ami Florence Foresti a fait Madame avec son magnifique sketch. Je vais dire arrêtez de vous faire traiter de connasse. Je peux te dire qu'on avait vraiment pris ça pour nous. Et après, on s'est dit, je pense que c'était une. Est-ce que c'était pas aussi Anne-Sophie pour le coup? Non, elle avait pas. Anne-Sophie, elle a fait le livre juste après le. Parce qu'en fait. Ah, mais c'était juste après le. Ouais, on a fait le Connasse Comedy Club avec Anne-Sophie Girard, Bérangère Krief, Nadia Rose et donc moi. Juste après, Anne-Sophie, ça lui a donné l'idée du livre La femme parfaite est une connasse. Et après, donc, il y a eu. Et après, je pense que le mot connasse, il est devenu désuet. C'est-à-dire, grâce à Florence Foresti ou grâce à d'autres, peut-être aussi, on avait beaucoup bouffé du connasse avec Camille Cotin et tout ça. Au bout d'un moment, je pense que c'est un mot qui nous a fait rire. Tu vois, des années 2000, 2010. Et après, voilà. Et maintenant, je pense que l'air est à la sororité. Vraiment, je le ressens beaucoup, ça. Et je pense maintenant, une femme peut plus traiter une autre femme de connasse. Je pense que maintenant, on a ensemble, il y a le mouvement MeToo qui est passé par là. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc tacite entre nous et que je vivrais très mal le fait qu'un homme traite une femme de connasse. Je pense que ce mot, il est devenu ringard, en fait. Il appartient plus du tout à mon époque, je trouve. Donc, une chanson pour dire connasse, bah non, non, je sais pas. Non. Ou alors une chanson que tu n'aimerais pas pour le coup. Ouais, ou une chanson qui parlerait de l'ancien temps. Peut-être. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On se traitait de connasse et ça nous faisait plaisir. Voilà, c'est ça. Parce que dans ce temps-là. L'époque du Connasse Comedy Club, effectivement, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Et ouais, c'est ça. Bon, génial. Pour finir, est-ce que tu cuisines un peu? Oui, j'ai pris des cours de cuisine végane, tu penses bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous livrer une recette végane? Ah oui, ce que j'aime bien faire à ma fille le petit mijoté de patates douces et lentilles. Alors, tu découpes un oignon que tu fais caraméliser avec un peu d'ail, de l'huile, etc. Ensuite, tu mets tes lentilles que tu fais mijoter dans un bouillon que tu auras préparé avant. Les lentilles 10 minutes, après tu rajoutes les patates douces.
Et puis, faut pas faire cuire trop longtemps parce qu'après, ça fait une purée. Voilà, tu sers ça Oui, avec les du riz. patates douces, ça met pas longtemps à cuire. Ouais. Et après, avec du riz. Et puis après, tu épices comme tu as envie. C'est la première recette que j'avais appris au cours de cuisine végane et je la fais tout le temps. Ma fille adore. Voilà. Bah, super. Voilà. Merci. Allez, on va s'y mettre, on va manger ça. Allez, super. Merci Céline, c'était Merci, trop cool. Christine. Et je te donne rendez-vous dans le livre-échange en novembre alors. Ah bah avec plaisir. Formidable, je me fais une joie. Trop cool. Super. Merci. Merci.